Il y a le chômage, mais il y a aussi toutes les questions de société qui sont suscitées par ce gouvernement, notamment par la ministre des Droits des Femmes. Il y a la remise en question de la notion de la situation de détresse dans l'avortement. Il y a beaucoup de questions qu'on va évoquer ce matin et qu'on va creuser avec Jean Leonetti, médecin de formation et qui est député maire d'Antibes, UMP. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. Le père aussi de la loi sur la fin de vie de 2004. 3 petites questions pour commencer. François Hollande a-t-il menti en affirmant que la courbe du chômage allait s'inverser d'ici à la fin 2013 ? Oui. Oui. Faut-il en finir avec le statut officieux de la première dame de France ? Oui. Oui. Avez-vous voté contre l'amendement préconisant la suppression de la notion justement de situation de détresse dans la loi sur l'IVG ? Non. Non. Alors, petite incidente, pourquoi ? Parce qu'à la fois, c'est une réalité. Parce que M. Jacob, hier, disait que, mais non, les députés UMP ont voté contre. Non, là, je me suis abstenu parce que, à la fois, je pense que c'était inutile. Ah, vous êtes abstenu. Inutile de relancer le débat. Inutile de relancer le débat parce que c'est des blessures inutiles. Ouais. Mais en réalité, on voit bien que plus aucun médecin ne va chercher le critère de la détresse pour mettre en œuvre un avortement. Donc, c'est aussi une réflexion sur lorsqu'on entrouvre une porte. Ouais. Quelque temps après, la porte est grande ouverte. D'accord. Un petit document de Mme Vallaud-Belkacem qui nous parle de la loi égalité homme-femme. Vous allez voir. Donc ne pas, encore une fois, se freiner dès le plus jeune âge avec des représentations et des stéréotypes qui ne sont plus adaptés à ce que le droit offre aujourd'hui aux individus. Alors, au-delà de la loi, il y a ces fameux ateliers ABC qui sont introduits dans certaines écoles et qui consistent à lutter contre les stéréotypes. Les garçons joueraient tous à la guerre, les petites filles à la poupée. Est-ce que vous êtes pour ces ateliers ABC ? Non, je pense que voilà, il y a une réalité médicale, biologique, hormonale, qui fait que les hommes font pipi debout et que les femmes font pipi assis. Alors on peut après dériver et se dire maman coud et papa fume, c'est débile et effectivement c'est archaïque, mais essayer de nier la réalité de la différence des sexes est aussi stupide que de vouloir les catalogués dans des stéréotypes préétablis. Est-ce que ça peut mettre quelques désordres dans la société française ? Il y a une rumeur comme quoi, dans certaines écoles, eh bien, des parents musulmans ou d'autres cultures n'auraient pas voulu envoyer leurs enfants parce qu'ils avaient peur que les cours ne se déroulent pas comme ils l'entendaient. C'est très marginal, mais en même temps, je pense que ce gouvernement se sert des phénomènes de société comme des leurres. Devant l'échec pour cacher de sa situation économique, devant les véritables problèmes que se posent les Français. Franchement, je veux dire, le problème de l'avortement aujourd'hui est quelque chose qui... un avortement, c'est jamais, par exemple, une partie de plaisir. Oui. Et c'est toujours un échec. Oui. Et pour autant, donc, il faut essayer de les faire diminuer. Oui. Mais pour autant, aller changer les mots quand on ne change pas les faits, c'est vouloir symboliquement changer les lois sans vouloir changer les mœurs. D'accord. Il n'y a pas une forme de rééducation de la société qui est un danger pour les libertés, finalement, dans toute cette entreprise ? C'est-à-dire qu'effectivement, on sent bien qu'il y a à la fois dans ce gouvernement, à la fois beaucoup de dogmatisme et en même temps beaucoup d'amateurisme. L'amateurisme, malheureusement, se traduit par un échec économique et le dogmatisme se traduit par des phénomènes symboliques. On supprime le mot race, on supprime le fait qu'on gère une ville en bon père de famille. Et je pense que tout cela est inutile et ne sert qu'à cliver une société française qui a besoin d'être rassemblée sur des objectifs prioritaires. Alors, vous avez dit quelque chose de très important il n'y a pas très longtemps, quand on a évoqué le cas dramatique de M. Vincent Lombert. Donc, c'est ce jeune homme, puisqu'il est encore très jeune, qui est dans une situation comatique, mais qui est conscient, enfin, vous connaissez mieux le sujet que moi, et pour qui son épouse demandait bien la fin de vie, c'est-à-dire qu'il cesse de vivre, et ses parents étaient sur une autre position. Est-ce que vous avez dit que ce cas rentrait dans la loi qui porte votre nom, qui est la loi Leonetti sur la fin de vie ? C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. La loi si vous l'avez dit, c'est que c'est vrai, je m'en doute. La loi ne s'appelle pas droit des malades en fin de vie. Elle s'appelle justement droit des malades et fin de vie. D'accord. Ça veut dire que le sujet de Vincent Lambert n'est pas le sujet de l'euthanasie, c'est le sujet de l'acharnement thérapeutique. Quand est-ce qu'on considère qu'on en fait trop ? Ouais. Et je pense que l'ensemble des Français considèrent qu'à un moment donné, on en fait trop. Et donc la loi a défini que l'acharnement thérapeutique, dans la loi ça s'appelle l'obstination déraisonnable, doit être combattu. Et là, vous pensez qu'il y a acharnement thérapeutique dans le cas présent ? La loi dit ensuite, qui dit qu'il y a acharnement thérapeutique ou pas ? Oui. Et on dit, c'est la collégialité médicale, c'est pas un seul médecin qui le décide, Bien sûr. c'est plusieurs médecins, dont des médecins extérieurs qui viennent donner leur avis en tant qu'experts. Et puis ensuite, on recueille l'avis de la famille. Oui. Et quand c'est possible, on a les directives anticipées, dont je mentionne que malheureusement, elles ne sont pas écrites. Dans votre loi, il faut qu'elles soient écrites, ces directives. Eh oui. Et directive du patient. Et la personne de confiance. D'accord. Là, il n'y a pas de personne de confiance. Il n'y a pas de directive anticipée. Je voudrais préciser une chose. On ne dit pas « je voudrais savoir ce que chaque membre de la famille pense Oui. ». On dit « on demande à l'ensemble de la famille et des proches ce que lui aurait voulu ». D'accord. Et c'est bien ça qui est important. On peut écrire des directives anticipées. Malheureusement, il y a 1 à 2% des Français qui le font. Oui. Mais on peut dire, dans un repas de famille, ou répéter, et Vincent Lambert était infirmier, et dans des services de soins où il connaissait ce type de pathologie, Oui. eh bien, il disait « moi, je ne voudrais pas vivre ainsi ». Eh bien, ce témoignage-là, et qui est concordant, et qui est même le témoignage de la famille qui s'oppose à l'arrêt des Oui. traitements de survie, eh bien, devrait permettre, avec la décision collégiale qui a été établie, d'arrêter un traitement de survie. D'accord. On n'est pas dans l'euthanasie, on est dans l'arrêt de l'acharnement thérapeutique et de l'obstination La voix qui déraisonnable. prédomine, c'est la voix du Collège des médecins La voix, sur celle de la la voix qui famille. protège, c'est la voix du Collège des médecins. D'abord parce Oui. que vous le voyez bien, l'acharnement thérapeutique, c'est une notion qui dépend des circonstances et qui dépend de l'individu. Si j'arrive demain aux urgences avec un traumatisme et un coma, on va me réanimer. Et c'est pas de l'acharnement thérapeutique. 3 semaines après, si on constate que mon cerveau est totalement détruit, on est dans l'acharnement thérapeutique. Vous voyez bien que c'est le même traitement. Donc il faut qu'il y ait une décision qui soit une décision médicale et qui dise, comme le dit la loi, ce traitement est inutile, ce D'accord. traitement est disproportionné, ce traitement n'a d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Et à partir de cette situation, on prend l'avis de la famille, on consulte les directives anticipées, on consulte la personne de confiance quand elle est là, et puis on prend Mais une si décision. la famille est en désaccord avec le corps médical, qu'est-ce qui se passe ? C'est le corps médical qui l'emporte ? C'est le corps médical qui protège. D'accord, Parce que vous ok. le savez mieux que moi, ou aussi bien que moi, autour du lit du malade, il y a à la fois du sublime et du sordide. Bien sûr. Il y a des moments où demander à la famille si on doit ou non arrêter un traitement Bien sûr. peut aboutir à des intérêts qui sont contraires à l'intérêt du malade. Donc, à la lumière de cet exemple, il n'y a pas besoin de réaménager la loi dite Leonetti. Sur ce chapitre-là, je crois que c'est assez consensuel. D'accord. Et sur ce chapitre-là, je rappelle qu'il y a 100 000 traitements de survie qui sont interrompus en France Tous les chaque année. 100 000. 100 000. Ça veut dire que depuis que la loi existe, et un peu avant même, il y a 1 million de personnes pour lesquelles on a décidé d'arrêter un traitement qui était devenu inutile et disproportionné. D'accord. Ça veut dire qu'un cas sur 1 million, est-ce que ça doit remettre en cause la loi ? C'est toujours Et le j'attends bien entendu la décision du Conseil d'État pour que le traitement, la décision qui a été prise en urgence ne fasse pas jurisprudence et ne gèle pas l'attitude des médecins et des familles qui jugent à un moment donné qu'on est allé trop loin Mais et ils ont qu'il fait faut appel. savoir s'arrêter. Aujourd'hui, L'établissement public a fait appel. aujourd'hui, L'hôpital. l'hôpital devrait faire appel. Je ne sais pas si la confirmation a été D'accord. effectuée, mais à mes yeux, C'est assez tragique d'ailleurs que ce soit la justice qui tranche, non ? on a mis la justice dans une drôle de situation, Oui. puisqu'on lui demande de décider à la place des médecins, Voilà. et en même temps, on lui demande de décider en urgence. Or, Ouais. la décision qu'ils prennent, ce n'est pas une indemnité, c'est la vie se poursuit ou la vie s'arrête. Et Et donc, par précaution, ils disent, eh bien, écoutez, on va faire poursuivre la vie, c'est mon interprétation, et puis ils disent, mais surtout, allez à une décision sur le fond, et pas en référé liberté, allez à une décision D'accord. sur le fond pour qu'on sache et qu'on ne fasse pas jurisprudence à partir d'une décision qu'on nous a contraint à prendre en urgence, et où on a choisi par précaution la vie, mais D'accord. qui ne doit pas être une attitude qui doit se généraliser, sinon les médecins n'arrêteront plus, La vie. jamais, les traitements de survie qui ne sont plus des traitements D'accord. pour la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec les initiatives du président de la République pour aller plus loin que cette loi et qui parle
il n'a pas dit prononcer le mot, mais on voit bien qu'on se dirige plus ou moins vers un suicide assisté. Oui, on se dirige plus ou moins, c'est-à-dire qu'il répète la proposition 21, dont il dit qu'il faut une assistance médicale à mourir pour mourir dans la dignité et sans souffrance. Je dirais, vous pouvez dire ça, je peux dire ça, ceux qui sont pro-vie le disent, ceux qui sont pour l'euthanasie le disent. Donc dire qu'on veut mourir sans souffrir et qu'on veut mourir dignement, c'est pas une proposition. Après, il y a quand même plusieurs avis. Il y a déjà 2 avis. Un avis de Didier Sicard, qui a fait le tour de France. Qui était l'ancien président du comité d'éthique. Et qui a émis des propositions à laquelle j'adhère, puisque c'est des propositions que j'avais faites d'ailleurs avant. C'est-à-dire qu'on a le droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. Et que c'est un droit qui me paraît opposable. Vous n'arrivez pas à me calmer, je sais que je vais mourir, faites-moi dormir. Et le deuxième, c'est les directives anticipées qui malheureusement ne sont pas bien remplies, mais peut-être qu'elles ne sont pas bien remplies parce que les gens n'ont pas confiance dans le fait qu'elles seraient suivies. Eh bien, rendons-les opposables dans un pacte de confiance entre le corps médical et le malade, qui dit « moi je sais que j'ai telle maladie, je ne veux pas que quand je me trouverai dans telle situation, vous me réanimiez au-delà du nécessaire ». On l'écrit ensemble et on le tient. Ça, c'est 2 éléments qui me paraissent être consensuels. J'en ai d'ailleurs fait une proposition de loi et elles ont été reprises, enfin cette proposition a été reprise par le comité d'éthique. Maintenant, suicide assisté ou pas, voilà, le débat reste ouvert. J'ai entendu le président de la République. Vous serez très actif là-dessus. Je serai très vigilant, parce que à la fois, le suicide, c'est un droit à liberté, c'est-à-dire qu'on peut sortir tous les deux de cette conversation qui n'est pas désagréable et se jeter dans la Seine parce qu'on estime que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais est-ce que j'ai le droit de demander la mort à la société pour qu'elle me le donne? Et est-ce que je fais passer d'un droit à liberté à un droit à créance, et est-ce qu'il y a un droit à la mort? Je crois qu'il n'y a pas un droit à la mort, parce que s'il y a un droit à la mort, il est universel, et on va donner la mort à des gens qui sont en souffrance, et le propre d'une société, c'est d'apaiser la souffrance et de donner envie de vivre, et ça n'est pas en aucun cas, à mon avis, tendre la main pour donner la mort. Après, il y a des situations extrêmement limites dans lesquelles on peut se poser... Mais on voit quand même qu'il y a une évolution des mentalités, que le débat, à chaque fois, va toujours un petit peu plus loin. Tant mieux. Est-ce qu'un jour, d'après vous, la société française, comme d'autres sociétés, il y en a peu, mais il y en a quelques-unes, eh bien, on sera pleinement en situation d'euthanasie? Je ne le crois pas. Ça arrivera un jour? Je constate simplement que la Hollande et la Belgique et le Luxembourg ont fait une loi pour l'euthanasie et qu'elles n'ont jamais été copiées en France, dans le monde. Dans le monde, d'accord. Il y a 50 millions de personnes au Benelux, il y en a 500 millions en Europe, et la loi qui est copiée en Europe et dans le monde, c'est la loi française. C'est la loi française. Argentine, en Espagne, les directives anglaises, la Suède. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se dire c'est ou l'euthanasie ou rien. Et c'est peut-être ça l'erreur. Et se poser la question, qu'est-ce que veulent les gens? Ils ne veulent pas être prolongés de manière anormale. Ils ne veulent pas souffrir. Est-ce que nous sommes capables de mettre en œuvre ce type de réponse de manière universelle, alors que malheureusement en France, malgré la loi, malgré les moyens, il y a encore 1 personne sur 3 qui meurt en souffrant, et en souffrant physiquement. Et ça, c'est le véritable scandale du XXIe siècle en France. C'était le Talk Orange Le Figaro du député maire d'Antibes, qui est aussi médecin et un grand spécialiste des problèmes de fin de vie, puisqu'il a fait une loi en 2004 dans ce sens. Il nous a dit plusieurs choses, que finalement il y avait 100 000 personnes qui en France mourraient parce qu'on avait abrégé, facilité plutôt leur sommeil définitif. Il suit avec beaucoup de vigilance les projets de M. Hollande dans ce sens-là, mais il n'est pas très pessimiste, on va dire, et il dit que le cas Lambert pouvait rentrer dans le cadre de sa loi, et il répète quelque chose, il n'y a pas de droit à la mort. Merci, M. Leonetti. Merci, monsieur.